On va démarrer. Avant tout, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là, merci d'avoir fait la route pour venir jusqu'à Saint-Pierre-sur-Herbe. Écoutez, une présentation de quelque chose qui, pour ceux qui l'ont créé, nous a passionnés. J'espère que ce sera le cas pour vous. Je sais qu'il y a des attaches familiales dans notre présentation, donc j'imagine que ça peut être aussi un peu émouvant, ce que je pourrais comprendre si j'étais à votre place. Alors, on a... Ah, voilà, il y a des retardataires. Allez-y, installez-vous. Alors, le sujet concerne, je ne sais pas si vous avez les uns et les autres eu un aperçu de l'affiche que nous avions réalisée pour annoncer cette soirée. Et l'affiche, elle était un homme dans la tourmente du XXe siècle. Donc, on va parler de tout son parcours. J'avais mis, moi, en faisant cette présentation, en travaillant, il y a une formule qui me revenait sans cesse et que vous avez, qui s'affiche, et que je vous lis, qui dit « Celui qui tue un homme tue toute l'humanité ». Alors c'est une phrase qui est radicale, c'est le moins qu'on puisse en dire, et qu'on trouve dans la Torah et dans le Coran. On trouve aussi une autre signification dans le Premier Testament. C'est tu ne tueras point, qui est le 5e commandement. Pourquoi je dis ça? Parce que le sujet aujourd'hui qui nous préoccupe, à savoir l'humanité, nous évoquerons ensemble l'histoire d'un homme qui est plongé, donc, comme je l'ai dit, dans la tourmente, et nous ferons ainsi œuvre au moins d'empathie pour cette personne, de souvenirs pour ceux qui l'ont connu, enfin bref, nous ferons œuvre d'humanité. Alors, la deuxième, c'est la photo dans le Zdeke. Ça vous donne un peu la présentation de ce qui va suivre, à savoir l'enfance à Hambourg, la guerre, prisonnier au camp d'Hébron et français de cœur pour terminer. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, puisque M. Delaunay est là, mais pour le remercier vivement, parce que je me suis beaucoup servi de ce qu'il avait écrit pour rédiger ces paragraphes-là. Alors, pourquoi on a fait cette présentation ce soir? Parce qu'il y a déjà un certain temps que nous avons parlé de ce projet avec Jean, et plus récemment avec Annie. Je trouve que la connaissance du parcours de leur père Hans Deke, parce qu'il faut dire Hans Deke, moi je me disais Hans Deke, mais bon, Jean m'a dit non, c'est Hans Deke. Bon, très bien. Je le disais à l'allemande, moi je ne suis pas bon en allemand. Mais bon. Alors, donc je trouve que la connaissance, je disais, du parcours de leur père nous renvoie au vers de Paul Valéry que je vais vous lire. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Paul Valéry. Alors, guerre qui malheureusement perdure aujourd'hui en Palestine, au Soudan, en Ukraine, au Liban, ou en Iran. Donc on peut constater que les impérialistes sont toujours déchaînés, au mépris toujours des peuples. Comment pourrons-nous un jour les arrêter? Alors, comme il est mentionné dans cette diapo, on va déjà évoquer ce qu'on a appelé l'enfance, pour dire quel étonnant parcours que celui d'Hanzeke. Ce Nuélien qui, d'adoption, est originaire d'Allemagne du Nord. Il est né le 12 janvier 1921 à Horn. C'est un petit village qui est situé auprès de Hambourg. Vous devez avoir une carte normalement, oui. Ses parents sont des agriculteurs qu'on peut dire, j'espère que je ne me trompe pas, mais je parle sous contrôle, aisé. La famille compte 6 enfants et Hans déclare qu'il a une jeunesse heureuse dans un environnement qui, dans l'entre-deux-guerres, est déjà très évolué. Alors les fermes, la ferme d'Hambourg, près d'Hambourg, sont très groupées au sein des villages, sont équipées du service d'eau, on est dans les années 30, de l'électricité, du téléphone, et sont desservies par une main-d'œuvre abondante. Ce qui n'est pas du tout le cas dans ces années-là en Mayenne.
Les habitations sont vastes, les étables et les écuries prolongent les bâtiments. Et un petit exemple de la taille de la maison, pour la confirmation protestante de Hans, le hall de la maison Decay accueille un repas de près de 100 personnes. Alors les souvenirs d'Hans Decay évoquent de grandes tablées, justement, familiales, avec parents, enfants, grand-mères, sœurs, ainsi que les employés. Les rouliers c'est un peu les camionneurs d'aujourd'hui, c'est les gens qui transportaient. Et de temps à autre, la lavandière et la couturière. Alors, une petite affiche pour vous montrer qu'à l'époque, il y avait une activité importante sur l'agriculture et que le Reich valorisait l'agriculture et a mis en place en 1934 un salon de l'agriculture qui se déroulera à Hambourg en 1935. Cependant, dans les années 30, du fait de la proximité d'Hambourg, les terres de la famille Decay sont progressivement gagnées par l'urbanisation de la grande ville du Nord. À ce moment-là, donc, le père d'Hans Decay se spécialise alors dans l'élevage des chevaux et développera par ailleurs un commerce de transport de charbon. Une partie de son activité est également consacrée au champ de course de Hambourg, que vous devez avoir voilà. Ça suit. Les réunions du Grand Prix annuel en présence de chevaux des grandes écuries allemandes mobilisent à ce moment-là toute la famille. Alors là, il y a une photo de Goebbels qui assistait avec Göring. Je n'ai pas trouvé la photo de Göring et Goebbels, mais ils allaient tous les deux chaque année assister à ces courses. Voilà. Alors, que s'est-il passé? C'est que dans la lignée du travail équestre paternel, et faute de pouvoir rester et travailler avec son père, puisqu'il y avait déjà son frère Martin, le jeune Hans choisit le métier de maréchal ferrant. Bon, on n'est pas loin des chevaux. C'est pas lui, la photo, c'est pas lui. C'est l'illustration. C'est l'illustration, oui. Il fait son apprentissage à une quarantaine de kilomètres de chez lui, précisément à Patenzy. Zé. Oui, bon, oui, confirmé. Bon, okay. Je suis nul en allemand. Alors, on passe à l'autre étape dont on parlait en début, en préambule, à savoir la guerre. Le destin donc rattrape Hans Decay et infléchit le cours de son existence, car à 18 ans, la guerre est déclarée. Nous sommes en 1939 et il est mobilisé dans l'aide technique d'urgence. Je ne vous dirai pas comment ça se dit en allemand parce que je suis incapable. Enfin bref, il était chargé de sécuriser les industries vitales, prévenir ou réparer les sabotages. Alors on a quelques images de son livret militaire. Soldebusch. Soldebourg. Je fais bien là? Oui? Bon, c'est parfait. Alors, d'abord, il est envoyé en Pologne pour des travaux de génie sur le cours d'une rivière. Mais Hitler, il ne voulait pas des rivières sinueuses, il voulait des rivières toutes droites, parce que c'était beaucoup plus facile pour acheminer les soldats en cas de conflit. Il intègre après un stage de préparation à Poznań de 6 mois. Il intègre donc la Wehrmacht et la vie militaire. Il rejoint avec son unité la frontière tchécoslovaque. Alors dans ses souvenirs, il se souvient d'une dizaine de jours avant de partir pour le front russe, et là je le cite, ça va vous donner une idée de l'ambiance qui pouvait régner à cette époque. Un jeune commandant est venu à cheval nous encourager. Il était comme nous, soûl. Il pouvait à peine parler sans éructer. Bon, il fallait motiver les troupes, ils avaient trouvé ça comme moyen. C'est pas la seule armée qui fonctionnait comme ça d'ailleurs. Alors, juin 1941, c'est le déclenchement de l'opération Barbarossa pour envahir la Russie, mais au bout de 6 mois, c'est un échec pour les armées allemandes devant Moscou. Alors là, j'ai fait une petite incise que j'ai ajoutée il n'y a pas très longtemps. C'est la déclaration de guerre de Barbarossa, c'est 129 ans après Napoléon, à 2 jours près.
Hitler envahit la Russie et comme pour notre empereur, ce sera un échec. Il y a un bouquin fabuleux que je vous conseille, c'est le livre de Tolstoï qui s'appelle Guerre et paix, qui parle de cette époque-là. Et donc c'est la défaite pour Napoléon, c'est la fameuse retraite de Russie, et la Bérésina. Quand on dit la Bérésina, ben voilà, c'est ça, c'est quand Napoléon s'est fait battre par les Russes. Alors tout ça, c'est réutilisé dans la guerre qui nous concerne aujourd'hui par la propagande soviétique pour dire, bah, vous voyez, nous on a battu un empereur, on va battre les Allemands également. Et là, il y a même Tchaïkovski qui composera une œuvre qui s'appelle Ouverture 1812, où il emploie un peu les notes de la Marseillaise qui sont aussi réutilisées dans la propagande soviétique. Voilà, ça c'était pour le petit message par rapport à la guerre, les guerres napoléoniennes, à la défaite. Alors, il faut, pour résumer un peu, Hans Decke, il passera quand même 2 ans sur les fronts en Russie. Il se souvient des marches forcées la nuit à travers les plaines sans fin de l'Ukraine. Il se rappelle l'extrême fatigue qui écroulait les hommes, de la faim, de la soif, des poux, de la peur, que l'on tente d'exorciser avec l'alcool. Là, je le cite encore. « Quand nous étions bombardés, il arrivait que des chevaux soient morts ou blessés. Nous coupions la viande pour la manger crue. » Oui, parce qu'il y avait des très très gros problèmes de ravitaillement. Alors là, on doit avoir une carte de Stalingrad. Il connaît tout le calvaire du combattant. Alors là, je vais essayer de le dire en allemand, du Gefreiter. C'est bon là? Un Gefreiter d'infanterie. Là, il connaît ce calvaire-là jusqu'à la vie, c'est-à-dire jusqu'au coup d'arrêt devant Stalingrad. Et là, il est blessé à la jambe, début 1943. Je cite, « Les hommes se battaient au corps à corps, maison par maison, nous n'avions pas de ravitaillement. » Bon, là, il se trouve que l'image que j'ai mise, ce sont des soldats soviétiques, mais ça fait rien, vous avez les mêmes en face. Stalingrad est complètement détruit. Bon, ils ont subi des bombardements de façon régulière. Les gens, ils vivaient dans les égouts, en fait, au Stalingrad. Ce qui n'était pas forcément très agréable, mais en même temps, les égouts, les Allemands ne les connaissaient pas trop, donc ça leur permettait de faire des sorties un peu efficaces militairement parlant. Et la défaite allemande aura lieu 1 mois plus tard, en février. Tout à fait, donc c'est ça. Alors là, j'ai mis une diapo d'un film que certains peut-être d'entre vous ont vu, qui s'appelle Stalingrad, un film de Jean-Jacques Hano, qui montre bien justement tout ce travail souterrain que font les soviétiques, et qui parle surtout d'un personnage qui s'appelle Vassili Zaïtev, qui était un sniper particulièrement efficace, puisqu'il affiche à son compteur, si on peut dire ainsi, près de 240 soldats tués. Ça, c'est très bien traduit c'est une histoire vraie, qui est traduite dans ce film. Et il y a un autre livre qui, là aussi, je vous conseille, si vous voulez connaître cette période-là, c'est le livre de Vassili Grossman, Vie et destin. Alors, Vassili Grossman, il était journaliste à la Pravda, et il a été sur le front, il était journaliste d'une revue qui s'appelait L'Étoile Rouge. Mais sauf que Vassili Grossman lui racontait tout, et que ça fort déplu au camarade Staline, qui a interdit la publication de son livre, bien évidemment. Le livre ne sortira que lorsque Khrouchtchev entamera la déstalinisation, et malheureusement, Vassili Grossman décédera avant, ce qui fait qu'il ne verra jamais l'édition de son livre, ce qui est bien triste. Son livre est vraiment passionnant. Alors, je l'ai dit tout à l'heure qu'il était blessé à la jambe début 1943, donc on l'évacue à Kharkiv, c'est en Ukraine. Il échappe à l'amputation. Il faut dire qu'à l'époque, les chirurgiens, ils ne prenaient pas forcément toujours, une certaine mesure dans les interventions qu'ils pouvaient faire. Enfin, lui, il échappe, fort de son refus absolu. Alors la légende dit que c'est avec son revolver comme argument, ce qui est vrai que ça peut être dissuasif. Et il est finalement évacué via Schweinfurt, à côté de Nuremberg.
Et là, il restera en soins pendant quand même 1 an, et sa mère lui rend visite. Alors, comme il est quand même handicapé, son état l'empêche de retourner sur le front, et finalement, c'est pas si mal. Il est affecté par contre à la garde de prisonniers polonais à Kiel, et il retourne dans son pays natal pour constater l'anéantissement de Hambourg. Voilà, on va vous montrer 3 photos qui ressemblent singulièrement à celles de Stalingrad. D'ailleurs, toutes les photos qu'on peut trouver de villes bombardées, elles sont un peu comme celle-ci, avec de la poussière, du gris, et on a en ce moment les mêmes photos. Hein. Si vous regardez les informations à Gaza, c'est les mêmes. Vous pourrez prendre cette photo et dire c'est Gaza, mais non, là c'est Hambourg. Anéanti par les raids des Alliés, donc lors des bombardements du 25 juillet au 3 août 1943, ça a été les plus grands bombardements qui ont quand même coûté la vie à 45 000 personnes. C'est un des plus gros avec celui de Dresde, qui fut le bombardement le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ensuite, il traverse, après Hambourg, il s'en va d'Hambourg, bien sûr, il traverse ensuite l'Allemagne, et il est affecté dans la région d'Augsbourg à la garde d'une usine automobile, enfin plutôt de camions d'ailleurs, de fabricants de camions MAN, ça existe toujours d'ailleurs, je crois, cette marque-là. Il remonte vers le nord de l'Allemagne avec un collègue, et là, il s'arrête dans une maison abandonnée où il restait des victuailles. Et c'est là qu'il rencontre des soldats américains qui leur donnent une médaille militaire en échange de nourriture et repartent avec eux comme prisonniers de guerre. Kriegsgefangene. Ah, mais je l'ai répété. Hein. J'ai répété. Oui. Voilà, donc là, je passe la parole à Jocelyne. Oui, en fait, les soldats allemands qui rencontraient les armées alliées se rendaient aux forces alliées en espérant obtenir rapidement des papiers de démobilisation. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on va retrouver Hans après ici. On les triait. Les plus jeunes, il y en avait qui étaient enrôlés à l'âge de entre 14 et 16 ans à l'époque, à la fin de la guerre. Donc on les renvoyait chez eux. Les plus vieux aussi, les femmes. Il y a eu des femmes qui ont été faites prisonnières, entre autres sur le sol français, mais qui ont été renvoyées. Et les blessés et les malades. Donc on les relâchait, ceux-là. Mais les autres, non, on les gardait, on les maintenait en captivité pour être utilisés ou en Allemagne ou dans un des pays alliés. Au total, c'est 11 millions de soldats qui ont été ainsi détenus pendant 2 voire 3 ans après la fin de la guerre. C'est quand même absolument... Enfin, je crois qu'on a du mal à se rendre compte. Quand la guerre de 14, bon ben voilà, la guerre de 14 s'est terminée, il y a eu un certain temps, il y a eu quelques mois, mais là, 2 ans, 3 ans, on les a gardés et on se les a partagés. Les Alliés se les ont partagés. La France en réclamait 1 million. Elle en a reçu 740 000. Et ce qui ajoutait aux soldats arrêtés sur le sol français, ça faisait à peu près donc 1 million. Donc de soldats sous contrôle français. Donc ces soldats étaient dans des camps. Voilà la carte des camps sous contrôle français, sans compter ceux que l'on pouvait trouver en Allemagne, sous contrôle français, et également en Afrique du Nord et en Afrique occidentale. Alors, il y en avait 148 au total. On utilisé les prisonniers également pour le déminage et désobuage, donc dans les villes bombardées, sur les plages du débarquement. On a essayé de faire des comptes. Hein. Il semblerait que sur 35 000 prisonniers qui ont été utilisés à ces tâches, 5 000 ont été blessés et 1 800 ont été tués. D'autres ont été utilisés dans les mines de charbon du nord de la France, dans les veines les plus inaccessibles. Et puis les autres ont comblé des manques de main-d'œuvre, mais surtout ils ont constitué une main-d'œuvre bon marché dans des fermes
ou pour des travaux communaux. Si. Alors, on arrive au fameux camp d'Évron, prisonnier au camp d'Évron. Donc ce camp a été aménagé route de Châtes-la-Forêt. Vous allez voir, il y a une carte qui va apparaître après. En 1940, c'était dans le but de recevoir des réfugiés, et notamment des réfugiés qui venaient de l'Aisne. Et en avril 1945, il devient donc un camp de prisonniers de guerre allemand. Alors pour ceux qui font leurs courses à Évron, il y a un Hyper U, vous voyez là, vous vous situez? Il est là. Là, vous avez le grand rond-point. Il y a le rond-point. Là, c'est la route qu'on prend pour aller normalement à Sainte-Suzanne, mais elle n'existait pas. Donc en fait, c'est pour... On continuerait de rentrer dans Évron centre-ville. Et à aujourd'hui, ici, il y a des pavillons, des immeubles. Enfin bref, le camp il était là. Ça, c'est une photo de 1950. Hein. Non, c'est là. C'est en face. Enfin, c'est un peu en face, mais... Ça dépend en face de quoi. Non, c'est là. C'est de l'autre côté de la rocade, en fait. Il est en face de ce côté-là, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Derrière, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est les baraquements, mais on va vous montrer un plan un peu plus précis tout à l'heure. Alors, Hans Decke, lui, il est d'abord envoyé dans un camp qui est situé près du Mans à Mulsanne, et il fait partie des 2000 prisonniers remis par les Américains vers la fin de juillet 1945 au camp 42, puisque c'est son nom, d'Évron. Entre avril 1945 et mars 1946, il y aura 7000 prisonniers dans ce camp d'Évron. Alors les baraques, si on les a... Je vais fini, là. Sur le fait que, vous voyez, on a dit que les plus jeunes étaient relâchés, mais pas tous, visiblement. Celui-ci était vraiment, visiblement, très jeune. Ouais, c'est un gamin, celui-là. Ouais. Il souffre peut-être de la même maladie que moi. Il a peut-être 30 ans, on ne sait rien. Ah bah peut-être, oui. Peut-être. Alors, les baraques, si on les a... Voilà, les baraques sont entourées, bien sûr, de barbelés. Le camp se compose de 24 baraques en fibrociment, de 40 mètres sur 6 mètres. Il y a quelques bureaux et un poste de garde. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Alors, on a des informations sur ces conditions de vie. D'abord, on en a, Hans en a raconté. Mais on a eu aussi des visites qui ont été faites par la Croix-Rouge, donc internationale, et une visite a été faite à l'automne 1945. Alors elle constate une nourriture insuffisante et carencée, une ration journalière qui se limite à un café sucré le matin, 3/4 de litre de soupe de légumes épaissie d'un peu de farine le midi et le soir. 3/4 de litre le midi, 3/4 de litre le soir. Et un peu de pain, quelquefois des compotes, on est quand même en Mayenne, donc ça devrait aller. Alors, il n'y a pas de réfectoire, rien n'est prévu pour ça, chacun mange à sa place. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on est juste à la fin de la guerre et que les tickets de rationnement vont exister en France jusqu'en décembre 1949. Donc ce n'est pas non plus une situation si exceptionnelle que ça. Il y a beaucoup d'endroits où on a des difficultés pour se nourrir. Le rationnement de viande ne prendra fin au Royaume-Uni qu'en 1954. Alors, bien sûr, il ne faut pas compter sur des colis qui seraient venus de la famille. En Allemagne, la situation est encore plus catastrophique. De nombreuses villes ont été détruites. On a vu les photos de Hambourg. Elles ont été détruites par les bombardements. Les familles sont dispersées. Les familles n'ont aucun moyen de savoir si quelqu'un est prisonnier, si quelqu'un est mort, s'il est prisonnier, où est-ce qu'il est. Il faut attendre entre 1 an, voire 1 an et demi pour certains, pour réussir à entrer en contact avec la famille. Et si celle-ci se trouve dans la partie orientale de l'Allemagne, c'est encore plus difficile. Donc les vêtements sont souvent de très mauvaise qualité. S'ils arrivent au camp avec des vêtements corrects, bien souvent, eh bien, on les leur retire, surtout les bottes.
qui sont très demandés, très recherchés. Et donc, et puis il y a aussi l'argent, si jamais on en a, bon, ben, y a des vols, on le sait aussi entre prisonniers, et puis malheureusement, certains gardiens, pas toujours très honnêtes. Quand on avait fait la conférence sur le camp de Mélèe avant la guerre, celui qui avait accueilli les Allemands, enfin les étrangers avant la guerre, c'était la même situation. Les gens qui déposaient de l'argent, on leur disait oh, oui, on vous fait un reçu. Mais bon, on ne voyait pas les choses. Les baraques, donc, voilà pardon. Ah oui, pardon, ça c'est le comment. Voilà ce que c'est, hein, je passe pas là. Quand ça c'est celui-ci, c'est le représentant de la Croix-Rouge qui est en train de discuter avec des gardiens en 1945. Et donc, voilà le plan du camp. Donc, chaque baraque dispose de 3 poêles, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à brûler dedans. Les points d'eau et les latrines à la turque sont installés dans l'allée centrale. Vous les voyez ici. Voilà les points d'eau. Bien sûr, malheureusement, bon, l'eau chaude, il n'y a pas assez pour se chauffer. Vous imaginez que de l'eau chaude, il n'y en a pas beaucoup. Donc, saleté, infection, parasites. Et bien sûr, il y a des habitants à Évron qui connaissent cette situation, qui en ont connaissance et qui s'indignent pour certains, qui aident les prisonniers. Tout à l'heure, je disais que le camp initialement était prévu pour les réfugiés de l'Aisne. Et là, on a un témoignage de réfugiés de l'Aisne en 1940, de l'Évronaise Madeleine Bourquin, qui avait 15 ans à l'époque. Sa mère, elle était cuisinière aux messes des officiers, et elle se souvient, et je la cite, « Le commandant du camp disposait juste de 25 centimes par prisonnier pour la nourriture, et ce qui restait dans les marmites françaises, était distribué aux détenus malades ou aux plus jeunes dont certains n'avaient guère plus de 14 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Beaucoup souffraient de dysenterie, il y a eu des morts. » Certains Évronais, tu viens de le dire, là, se sont mis de cette situation dramatique et ont essayé de leur venir en aide. Là, je la cite encore, Madeleine Bourquin. « J'habitais avec ma mère, mes frères et sœurs, place de la Basilique. Un prisonnier venait scier notre bois de chauffage. Avant qu'il ne retourne au camp, ma mère lui donnait un bout de pain et des pommes de terre trempées dans la soupe. » Donc, on l'a dit, les cabanes, les baraques en fibrociment sont glaciales l'hiver, étouffantes l'été. Ce n'est qu'en juillet 1946 qu'on va installer des toits, des plafonds isolants dans les baraques. Donc pendant tout l'hiver 1945, il n'y a rien. Et il faudra attendre décembre 1945 pour que chaque prisonnier ait une couverture. Les lits superposés, donc sans doute après la visite de la Croix-Rouge, les lits superposés par 3 sont bien sûr des chalets en bois et beaucoup ne disposent même pas de paillasse. On dort directement sur le bois. Et là encore, on va citer un témoignage de Hans Decke qui disait qu'il se souvenait du camp comme d'un mouroir de la faim, avec les fameux 3/4 de litre d'eau par jour, un peu d'avoine, un morceau de pain. Le corbillard entre et sort tout le temps. Oui, effectivement, la Croix-Rouge a comptabilisé ces décès. Les conditions de vie donc, viennent s'ajouter, bien sûr, aux privations que ces hommes ont déjà subies pendant tout leur périple à travers les champs de bataille. Et donc, ça entraîne une mortalité totalement inhabituelle pour une population relativement jeune, puisque plus de 60% ont moins de 40 ans, ce sont des gens relativement jeunes. La Croix-Rouge répertorie 158 décès à Évron, d'avril 1945 à juillet 1946, soit 10 décès par mois, ce qui confirme bien ce que Hans raconte. Donc après la première visite de la Croix-Rouge en octobre 1945, la situation s'améliore un peu.
Il y a des institutions à but religieux qui s'intéressent également aux prisonniers. Les UCJG, c'est l'équivalent des YMCA américains, donc c'est pour les protestants. Et puis il y a aussi des représentants des autorités, disons, catholiques également qui s'y intéressent. Heureusement, le séjour au camp ne dure généralement que quelques semaines. Les hommes sont ensuite envoyés en commando, ou plus rarement en détachement individuel. Ça, c'est réservé aux prisonniers dociles chez des employeurs présentant des garanties suffisantes. Ils sont utilisés par les communes pour réaliser à bon compte des travaux communaux, chemins, curage de fossés, élagage, drainage, ou travaillent dans des fermes chez des artisans. Donc voilà par exemple un commando. Ça, c'était le commando Juvigné. Ce qu'on peut voir, ils sont dans un dépôt à grains. C'est là qu'on les a logés. Donc, vous imaginez bien que lorsqu'ils sont logés là-dedans, c'est des conditions très variables de confort. Pas de chauffage, un coin pour faire la cuisine, mais la nourriture est généralement meilleure que ce qu'elle était au camp, plus conséquente. C'est là qu'on arrive à Nuillé-sur-Vicoin, puisque Hans Decke, à l'occasion de quitter le camp, en août 1945, il est incorporé dans un commando de 33 personnes, 33 prisonniers, qui prend le chemin de Nuillé. Alors le commando est affecté à des travaux d'intérêt général. Certains construisent des chemins communaux, d'autres se mettent à la disposition d'artisans et de fermiers en fonction de leurs compétences professionnelles. Oui, je voulais ajouter une chose que j'ai lue dans les souvenirs. Ils ont pris physiquement le chemin de Nuillé, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à Nuillé à pied. Ils sont le détachement. Non, c'est pas loin, non. Ils disaient qu'il y avait. La campagne de Russie. Qu'est-ce que c'est? Alors donc, chez les particuliers, la situation est plus acceptable. Ils sont traités comme les domestiques français. Alors bon, des domestiques français qui n'étaient pas bien traités, mais bien des familles leur donnent des vieux vêtements. La nourriture leur est fournie à la ferme, au moins un des repas, avant qu'ils ne rentrent au camp de base la nuit. Certains, donc la plupart rentrent au campement du commando, mais certains dorment sur leur lieu de travail. Donc sont aussi nourris le soir par la famille. Ça aide quand même. Des liens se créent avec les familles, les prisonniers mangent avec elles, certains vont participer à des événements familiaux. On les retrouve parfois sur des photos en compagnie des membres de la famille. Là, ce sont des prisonniers qu'on a, mais donc on a... Pardon. Alors, un des collègues, possible bon mot, mais enfin, Anton Vogt, Anton, c'est mieux Vogt, Anton Vogt, il est meunier de son état et lui, il est affecté au moulin d'Alfred Lemoine à Nuillé. Et Hans rejoint la forge de Maurice Bréhin, où il pourra exercer son métier de maréchal ferrant. Vous avez la photo derrière. Et là, c'est une rencontre providentielle, car le prisonnier de Hambourg est très bien traité dans cette famille. Il déclarera dans un article paru en 2004 dans le journal Ouest France, je cite, « J'ai eu de la chance, je suis tombé chez un bon patron. Chez lui, j'étais comme le fils de la maison. J'ai toujours eu ma place avec eux, même quand il y avait des invités. Je suis resté 30 ans avec lui. » Hans Decke témoigne du traitement correct de la population de Nuillé vis-à-vis des prisonniers, tout en ajoutant à la fin de sa vie que ce n'était quand même pas toujours le cas. Bon, on est dans les années de fin de la guerre, donc il y a quand même des sentiments forts. On pourrait se poser la question, lorsque l'on voit ces conditions de vie, disons, est-ce qu'ils ne pourraient pas se sauver finalement? Ils sont prisonniers, mais ils pourraient très bien s'évader. En fait, bon, l'amélioration des conditions de vie fait que les tentatives d'évasion ne sont pas très nombreuses. Et il faut quand même dire aussi que la Mayenne, c'est sacrément loin de l'Allemagne. Alors, il y en a qui sont partis,
Ils ont mis 14 jours pour rejoindre l'Allemagne, et 14 jours avec tous les risques que ça comportait. Donc, des tentatives d'évasion, il n'y en avait pas tant que ça. On en comptabilisait, je crois, à 18 évadés en 1946. La Croix-Rouge, dans une autre visite, on a comptabilisé 18. D'accord. Donc, le camp d'Évron va fermer le 25 août 1947. Et aujourd'hui, eh bien, la seule trace qu'il y a, c'est ce panneau, l'allée du camp. Qui date de l'époque. Et du numéro 42. 42, ça voulait dire 4, c'est la région militaire d'Angers. Et 2, c'est le numéro 2, le camp numéro 2, sachant qu'il y en avait 7 sur la région d'Angers déjà. Donc, à la même époque, eh bien, on commence à retirer les prisonniers des communes où ils étaient placés. On leur propose de rester encore un an avec un contrat de travailleurs libres. Et 138 000 prisonniers vont faire le choix, et Hans va faire ce choix. Il faut savoir que les communes ont eu des petites difficultés une fois que les prisonniers sont partis, parce qu'elles avaient lancé des travaux à bon compte, et après elles n'avaient plus d'argent. Donc elles ont dû emprunter pour pouvoir finir les travaux qui avaient été commencés. Alors on arrive à la période un peu plus facile, qui est appelée la période français de cœur. Alors Hans retourne d'abord au pays, à Hambourg, avec 2 valises remplies de cochonailles et de café. Puis il fait le choix de quitter définitivement les bords de l'Elbe. Il passe le Rhin pour revenir sur la rive du Vicoin. On parle le Vicoin à l'Elbe et au Rhin. N'hésite pas en Mayenne. Il s'intègre de plus en plus dans la vie communale où il est reconnu, bien sûr, pour son métier et ses compétences en tant que maréchal ferrant. Et là, il fréquente Gisèle Fayet, qui est la fille du buraliste de la rue principale de Nuillé. Fayet, oui. La tante de Laurent Fayet au fond de la classe. C'est bien ta tante, Laurent? Non, c'est une petite. C'est la cousine de mon père. Ah, c'est une grande tante alors. Bon, ça c'est de ta famille. Ok. Vous reconnaissez, pour les gens de Nuillé, c'est une grande cousine. Une grande cousine, ouais. Faites-nous partager. Non, mais... Ouais. Expliquez-nous. Alors, là, je pense que c'est dans la rue d'Anjou. Pour ceux qui connaissent Nuillé, il y a la place de l'église, et quand on remonte en direction de Château-Gontier, après la boulangerie, sur la droite, il y avait le café-tabac, là. Hein? Oui. Il me semble bien que sur des vieilles cartes postales, hein, on voit la fameuse carotte. Hein. Alors, quelquefois, les tabacs étaient attribués à des familles qui avaient perdu quelqu'un à la guerre 14-18. C'était le cas. Hein? C'était le cas. Ouais, voilà. Alors, pour revenir encore à des choses plus sympathiques, c'est que le 8 mars 1951, le mariage est célébré à la mairie et à la paroisse. Bon, à la paroisse, c'est un peu en catimini, car épouser un Allemand, même 6 ans après la fin de la guerre, c'est encore faire preuve un peu d'audace. Hein. Il a 30 ans, elle en a 28. À sa mère qui s'inquiète un peu, elle répond « C'est lui que je veux et pas un autre ». Bon. Alors le cortège, il est un peu réduit. Hein. Le curé Perrin arrange à la sacristie la célébration de ce mariage mixte, suivant le droit canon, parce que c'est l'union d'un protestant et d'une catholique. Du côté de Gisèle, Jean-Baptiste Tupin, le frère de sa mère,
et Pierre Touquet, le mari de sa tante Marie-Louise, sont morts au combat en 1915 à respectivement 24 et 34 ans. D'où l'affectation de la fameuse carotte pour le tabac. Son père a perdu aussi un œil après la blessure d'un éclat d'obus. Du côté de Hans, son père a également combattu en 14-18 et bon nombre de membres de la famille ont participé au dernier conflit. Cette union durera 57 ans. Ils auront 3 enfants, Jean, Jacques et Annie. On doit y avoir une photo du couple. Ah bah voilà. Alors tout ça va se normaliser dans le temps. Hans acquiert la nationalité française en 1956 et il reçoit même une notification de réserviste de l'armée française. Et oui, parce qu'il était... voilà, bon, c'est des choses un peu sympathiques. Et de 48, je le lis, hein, de 48 à 1956, il y a eu ainsi 10 825 mariages entre un Allemand et une Française. Plus de 20 par semaine. Alors ces unions sont les premiers germes de l'amitié franco-allemande qui prendra la forme à l'huile du jumelage avec la commune, je respire, de Mittelneufnach. Quand Zeke et Gisèle Fayet furent si heureux d'accompagner. Je crois que Jean, tu as été président de ça, non? Hein, tu es président du comité de jumelage. Alors, on a eu la chance d'avoir un magnifique poème en allemand qui a été écrit et aménagé, dessiné par la grand-mère, la maman, votre maman, par votre maman, et on... Oui, bah, votre grand-mère alors. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Alors, et donc, Annie s'est proposée de nous la lire. En français, hein, je précise. On peut le faire en allemand. Mais avant de vous le lire, j'ai juste vous dire que la photo de la maison que vous avez vue tout à l'heure, la grande maison allemande, c'était pas la photo, c'était pas la photo de la maison de mon père, de la famille. Elle était beaucoup plus petite. Hein. Même si elle pouvait accueillir 100 personnes, elle était beaucoup plus petite. Ma maison natale. Ma maison natale se tenait aux abords de la ville, avec de minces tilleuls devant. Un buisson de lilas rouge et parfumé se penchait sur le portail du jardin. Le pommier, devant la porte de la cuisine, ses fleurs étaient si blanches. Et sous le pommier, ce banc avec la table devant pouvait raconter les joies et les peines. Petite mamie aimait bien rester assise sur le seuil de la maison. Elle avait maintenant 90 ans. Et ses pensées retournaient souvent au temps de sa jeunesse. Partout, résonnaient les chants, la joie de créer et les rires des clercs des enfants. Et si l'on s'approchait de la porte de la grange, il y avait de joyeux aboiements. Puis, la guerre est arrivée dans notre ville et a pris tout ce que nous aimions. Et là où se tenait autrefois notre chère maison, il ne resta plus qu'un champ de ruines. Donc ça, c'était ma grand-mère qui avait écrit ça, mais ce qu'elle disait toujours, c'est que on a tout perdu, mais ils sont tous là. Elle avait 6 enfants, et les 6 enfants étaient toujours vivants. Et c'était ça qui nous a gardés, quoi. On approche de la fin. Moi, j'ai mis cette citation d'une chanson, d'un texte de Prévert, que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde, je sais pas, mais beaucoup, en tout cas. Et que j'ai pas la dame, je vais la lire. Donc c'est ô Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? C'est dans le recueil de paroles. Prévert a écrit ça en 1946. Eh bien, nous avons terminé. Juste pour finir, eh ben, merci à ceux qui nous ont donné toute la matière. J'ai oublié de vous mettre, monsieur Delaunay, mais je vous l'ai dit tout à l'heure.
Merci Annie, merci Jean, merci Laurent, merci l'équipe d'Invivo aussi parce qu'on a une belle affiche, même si on ne l'a pas là. Merci Julia. Jocelyne pour toutes les recherches, aux archives de Mayenne, etc. Je tiens à préciser qu'il y a énormément d'informations que j'ai trouvées dans l'Oribus. Oui. L'Oribus numéro 53, Oui. qui a consacré et qui est vraiment excellent. Et alors, Parce que par contre, il n'y a rien comme document en tant que tel aux archives, il n'y a rien. Pas bon, On n'a ouais. aucune Il y a liste. que les articles de Ouest-France. Oui, mais c'est tout. Il n'y a aucune liste des personnes qui ont été détenues, rien. Et alors merci à Isabelle, à Yveline et à Capucine pour la relecture. Il faut savoir que dans notre association Invivo, on a au moins 3 professeurs en retraite. Peut-être un en devenir d'ailleurs. Ou une, pardon. Pardon, oui. Voilà. Et on conclut par une photo qu'on trouve très belle. Oui. Voilà. Merci à Hans. Mais bien sûr, monsieur. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que dans ma famille, il y a eu effectivement un prisonnier du camp d'Évron qui est venu travailler chez mes parents. Malheureusement, je n'ai aucun document concernant un peu... alors, soit les parents les ont brûlés, ou je ne sais pas, ils ont été dispersés, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, mon père était tailleur de vêtements. Et donc, il venait, ce que, je dirais plutôt mes sœurs m'ont rapporté, parce que moi je suis né à la fin de la guerre, et c'est qu'il était là, la semaine, chez nous. Et il repartait au camp pour le week-end. Donc il a été au minimum, je crois, c'est entre 6 mois et 12 mois. Je sais que c'était quelqu'un qui était marié, qui avait des enfants, hein, mais malheureusement je ne peux pas apporter plus. Hein, et c'est vrai que moi, dans ma tête, j'ai quelques souvenirs du camp d'Évron, quand on allait au marché à Évron. Ouais. Ah oui, parce que les bâtiments n'ont pas été abattus tout de suite, hein, après la guerre. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Et puis, il y a eu plein de bouleversements, parce que ça a été d'abord des HLM qui ont été montés, et actuellement, ce sont des pavillons. Les HLM ont été détruits aussi. Hein. Très bien, merci. Monsieur. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Je voudrais juste dire que le sujet des prisonniers de guerre allemands a été un sujet quand même un peu tabou. Absolument. En France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Belle thèse, hein. Maintenant, on trouve des écrits, mais ça a quand même été un sujet. Et on n'en trouve pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Il y a une thèse qui a été soutenue en 2010 à Nanterre. C'est 1300 pages, hein. J'ai pas réussi à les lire encore. Mais c'est très très intéressant. Et effectivement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a les prisonniers, leur histoire a été passée sous silence au profit du rapprochement franco-allemand qu'on a voulu absolument mettre en avant. Et donc on s'est dit, bon ben on va pas trop parler de ce qui fâche. Sauf que ce qui fâche, c'était quand même des gens, des hommes, qui pour 80% d'entre eux étaient séparés de leur famille depuis plus de 5 ans déjà, quand on les a mis dans les camps et qu'on les a séparés encore pendant 2 ans, voire 3 ans. On a beaucoup parlé des prisonniers qui étaient en Russie, parce qu'à l'époque, c'était comme on n'était pas content de la Russie, donc là on pouvait se permettre de dire qu'ils avaient des prisonniers. Il faut dire que il y a eu 100 000 prisonniers après la bataille de Stalingrad. Seulement 6 000 sont rentrés en Allemagne. Ça vous donne une idée de ce que sont devenus les 94 000 autres. Monsieur? Je vous invite à regarder un film qui s'appelle Les Honneurs de la guerre de Jean de Wever, qui a été censuré en France jusqu'aux années 80, quelque chose comme ça, avant qu'il soit disponible en achat DVD, en visionnage dans des salles, qui parle un peu de ce sujet-là. Les honneurs de la guerre, Les c'est ça? honneurs de la guerre, c'est ça? Les honneurs de la guerre. Juste un
petit truc. Oui, un petit ajout. Je ne sais pas comment ça se passait pour les prisonniers qui étaient dans des communes. Est-ce qu'il y avait une rémunération ou quoi que ce soit, ou la commune payait quelque chose ou pas? Ce qui est sûr, c'est que mon père payait il envoyait de l'argent tous les mois à Angers. Alors, est-ce que vous avez parlé d'Angers tout à l'heure, qui était le centre, hein? Alors, est-ce que c'était de l'argent qui était envoyé Par le fait qu'il utilise quelqu'un, il fallait qu'il envoie. Voilà. C'est possible. C'est possible, ça, oui. Ah. Mais j'ai plus rien. Est-ce que quelqu'un a un autre. Monsieur Devaney, vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît? Une anecdote que j'aime bien, c'est que comme il y avait un commando, bon, certains étaient donc comme Hans Decke chez les particuliers, comme il y avait un commando pour aller faire des chemins, etc. Donc il y avait des gardiens, et donc il y avait un gardien qui s'appelle le père Béraud, à qui on avait donné une pétoire pour la forme, je ne sais pas. Et donc le gardien accompagnait sur le chantier donc les prisonniers. Alors, il devait s'ennuyer dans la journée et picoler pas mal, et le soir, les prisonniers le ramenaient dans une brouette. Les prisonniers gardaient le gardien. D'autres personnes souhaitent intervenir? Donc, Vous avez faim? Moi, je voulais poser une question à Jean et à Annie. Est-ce que pendant votre scolarité, est-ce qu'il y avait des problèmes au niveau lié, pas au niveau lycée ou seulement au niveau primaire et collège? À l'école primaire, on a vraiment, il n'y avait aucun problème dans le village à Neuilly. On était très fiers de notre histoire, enfin, de l'histoire de nos parents et de ce rapprochement. On avait l'impression qu'ils avaient fait l'Europe avant l'heure et tout. On était très fiers, très fiers de la Allemagne. Et quand on est arrivés, tous les trois, Jean-Jacques et moi, quand on est arrivés en 6e, on a tous les trois été traités de sale gauche. Pas en collège. Non, pas dans le village. Oui, ça. Parce que le collège, c'était pas Quand on est parti à Laval, tous les trois. Je sais pas si la Ligue, on Parce qu'on a raconté notre pareil. On est tous arrivés plus loin. Les enfants de Oui, oui, Jean. Quand on parle du camp d'Hébron, ce qui est surprenant, on voit dans la région ici, on parle l'autre jour, on en parlait avec le Roland Paniquier, on est surpris que les gens ont l'impression qu'ils ne savaient pas, il y avait on a l'impression qu'il était là, mais personne n'était au courant dans la région. C'est vrai pour le camp de Mêlée aussi. Ouais, c'est quand même assez... Je pense qu'il y a une volonté de ne pas se rappeler ou de dire, bon, c'est des vieilles histoires. Il y a eu violation des droits de l'homme à ce moment-là. Le bouquin qui a été écrit sur Hébron par Foucault, il y avait Il parle du camp de Hébron. une femme. Il y a peu de choses sur le camp. Hein. Il y a une ou deux photos, c'est tout. Or, je connais un peu comment Foucault. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand il veut chercher, il cherche. Oui, mais c'est ce qu'a dit Jocelyne tout à l'heure, il n'y a rien aux archives. Ah oui, vous allez aux archives, vous dites, on n'a aucun... Les articles de Jocelyne. Sur le camp de Mêlée, il y a quand même des listes de noms. Il y a quand même des listes de noms, il y a quand même des éléments. Là, il n'y a rien du tout. On se demandait justement, avec les artistes avec qui on parlait, on se demandait où étaient enterrés. Les gens étaient enterrés, les également, ils ont été enterrés au cimetière d'Hébron. Probablement, oui. Il n'y a pas de... Mais les tombes ont dû être relevées depuis. Quoique, il y a une photo du camp, Oui. on voit, il y a comme un grand fossé. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser, est-ce qu'on les enterre pas là, carrément? Peut-être pas quand même. Juste devant les paravents? Oui. Quelqu'un veut s'exprimer? Moi, je suis au courant du camp d'Hébron depuis mon enfance parce que ma grand-mère m'en parlait et elle me disait les prisonniers, ils souffraient et je sais qu'elle aura emmené des provisions parce qu'elle disait que c'était l'horreur de voir des gens souffrir comme ça de la faim. Donc elle était au courant, elle m'en a parlé moi quand j'étais petite. Donc, vous avez ce souvenir-là. et j'ai ce souvenir-là et
Après, nous avons eu longtemps quelqu'un en allemand qui est resté dans la famille jusque dans les années 57. Et il était travailleur, il travaillait à la ferme, il avait son salaire, il a voulu rester. Il voulait se marier à une Française, hélas, il n'a pas trouvé de Française avec qui se marier. Il est reparti en Allemagne et nous avons complètement perdu le contact parce qu'il était sur Berlin et il est passé à Berlin. Et donc après, on n'a pas vu. Il s'est marié en Allemagne, on a eu sa photo de mariage. Il est resté en relation, mes parents étaient restés en relation avec lui, et après il est passé à Berlin. On a perdu le contact. Mais on avait une très belle relation avec lui, c'était vraiment. Il était resté parce qu'il avait décidé. C'était à Sainte-Suzanne. Oui, c'était à Sainte-Suzanne. Oui, précisément. Bon, d'autres où on se prépare à. Quand est-ce qu'on mange? Juste tenter. Hein, on peut boire un verre aussi quand même hein, pour. Merci de votre présence. Hein.